Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'un étudiant investisseur. Parce qu'investir quand on est étudiant, c'est possible et recommandé, je m'exprime autour de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. Je suis super content de vous retrouver pour ce 4e épisode du podcast et j'ai plein de choses à vous raconter. Et puis avant de commencer, j'aimerais aussi rappeler que si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez vraiment pas à m'en parler dans les commentaires, là tout de suite. Laissez-moi un commentaire, dites-moi, voilà, Grégoire, super ton podcast, ou d'ailleurs ton podcast est tout pourri. En tout cas, dites-moi quelque chose, et puis si vous voulez que je parle d'un sujet en détail, plus de l'immobilier, de la bourse, des crypto-monnaies, du mindset, vraiment, laissez-moi un petit commentaire, et puis comme ça, on essaie de construire ce podcast ensemble pour que ça convienne à tout le monde. Excusez-moi d'ailleurs si vous entendez des voitures, je suis actuellement dans ma voiture sur un parking. Je profite de la pause midi, de la pause déjeuner donc au boulot pour enregistrer ce podcast parce que vous le savez, je suis en alternance. Donc on essaie de trouver du temps là où on peut. Il faut dire que je suis garé à un endroit où là pendant la pause déjeuner, il y a pas mal de passages. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu parler de salariat, d'objectifs de vie. Parce qu'on entend beaucoup de choses et je pense qu'il est bien de mettre un peu d'eau dans son vin, il est bien d'arrêter de répéter des phrases toutes faites qu'on entend pas mal autour de nous. Et donc je voulais un petit peu vous en parler. Si en tout cas vous le voulez bien, c'est parti. Donc le salariat, déjà qu'est-ce que c'est? Voilà, j'en avais parlé dans des épisodes, c'est on échange son temps contre de l'argent pour des compétences que l'on peut avoir, pour des actions que l'on peut faire. Et le problème qu'on va peut-être avoir aujourd'hui, en tout cas parmi les personnes les plus véhémentes, les plus virulentes, en tout cas dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, ça va être de diaboliser le salariat, d'effectuer une sorte de dichotomie en disant qu'il y aurait d'un côté le salariat, de l'autre côté l'investissement, d'un côté le salarié qui serait esclave, qui serait emprisonné dans sa condition, et de l'autre côté l'investisseur ou l'entrepreneur qui est libre. Et je pense que c'est important de casser un petit peu ce mythe du salarié qui ne choisit pas d'être salarié, qui est enfermé dans sa routine et tout ça, parce que si vous voulez, ça ne met pas vraiment le curseur au bon endroit. Et je pense qu'on gagnerait à mettre un petit peu d'eau dans notre vin, être un petit peu plus cohérent, un petit peu plus réaliste sur les conditions que vont pouvoir offrir chacune des deux situations, parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, on est plutôt dans des nuances de gris, des nuances de couleurs, c'est encore mieux. Donc là, quand je m'adresse aux étudiants, j'aimerais bien vous dire, c'est vous avez le choix actuellement de vous dire, donc je suis dans un domaine d'études en particulier et je vais pouvoir m'orienter vers le salariat et peut-être que vous vous dites, je suis plus appelé à devenir entrepreneur, à devenir investisseur parce que c'est quelque chose qui me parle. Et en fait, c'est très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas soit salarié, soit investisseur, soit salarié, soit entrepreneur, mais qu'on ne pourrait pas faire les deux. Parce que je pense que c'est une énorme erreur qu'on fait. Et pourquoi? Je vais revenir un petit peu sur l'immobilier en particulier. Quand vous voulez faire de l'immobilier et que vous voulez profiter, comme on l'a vu à l'épisode dernier, du crédit, du levier du crédit, donc de dire la banque me prête de l'argent, les locataires remboursent et je m'enrichis. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une situation stable. Parce que la première chose que la banque regarde avant de vous prêter, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être capable de rembourser cet emprunt. Et donc, est-ce que vous êtes en CDI, par exemple? Donc, on l'a vu, il ne faut pas se mettre de barrière mentale parce qu'il y a des personnes qui arrivent à s'endetter, à utiliser l'emprunt, alors qu'elles ne sont pas en CDI, qu'elles sont en CDD ou parfois même qu'elles sont au chômage. Mais ce sont des occurrences, ce n'est pas une règle. Et si on a envie de mettre toutes les chances de notre côté, il vaut mieux regarder comment les meilleurs s'en sortent. Et c'est plutôt ça qu'il faudrait regarder. Et je fais cette petite digression, mais évidemment qu'il y a des personnes qui vont pouvoir avoir une très belle aventure dans l'immobilier en étant en CDD par exemple. Mais si vous voulez mettre le plus de chances de vos côtés, de votre côté, vous allez regarder les personnes qui réussissent le mieux dans l'immobilier aujourd'hui et vous dire comment ces personnes en sont arrivées là et essayer de reproduire le plus de choses qu'elles font. C'est ce qu'on appelle une sorte de mimétisme. Si par exemple je veux devenir agent immobilier, eh bien, je vais aller voir tous les meilleurs agents immobiliers de France, je vais regarder comment ils en sont arrivés là, est-ce qu'ils ont fait une certaine formation, est-ce qu'ils représentent un type de personne, est-ce qu'ils ont une manière de s'habiller, de se déplacer, de parler un petit peu spécial, et je vais en fait reproduire par mimétisme un petit peu tout cela, donc me mettre dans le même cadre. Peut-être que là-bas, pour les agents immobiliers, il y a, je sais pas, un gros centre à Toulouse où il faut passer pour avoir du réseau, je vais aller me rendre à Toulouse, et puis je vais m'habiller comme un agent immobilier, puis je vais parler, je vais aller aux mêmes soirées qu'eux, et en fait, on va se créer son réseau comme ça, et on va se créer des habitudes, et puis ensuite, ça sera beaucoup plus simple de l'atteindre.
Alors que si je me dis, bah non, moi je m'en fous, je suis au fin fond de la Creuse, on peut devenir agent immobilier, j'ai un exemple, mon grand cousin il a fait ça et puis ça cartonne pour lui, bah peut-être parce que c'est une occurrence, mais ce n'est pas une récurrence et il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Eh bien, pour l'immobilier, c'est pareil. La plupart des gens aujourd'hui qui arrivent à emprunter le plus, c'est des personnes en CDI. Et en fait, plus on va augmenter son salaire mensuel fixe, plus on va pouvoir emprunter. C'est tout simple que ça, vu qu'on l'a vu l'autre fois. Si on prend grosso modo la règle des 35% de taux d'endettement, eh bien, plus on va gagner d'argent, plus on va pouvoir s'endetter avec ces 35%-là. Donc oui, on peut le dépasser, mais il n'empêche qu'il convient de mettre le plus de chances de son côté. Donc ça, c'est la première chose, c'est que si en fait on veut faire de l'immobilier et que c'est dans notre projet de vie, bah, ça va être déjà beaucoup plus simple d'être salarié. Et je reprends certains mots à Dompierre, d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne YouTube et tout ça, c'est tout simplement excellent ce qu'il fait. Et donc forcément, je fais un peu passer le message et peut-être que je lui vole certaines paroles qu'il aurait dites. Mais on va dire que j'ai la même conviction et que c'est tellement excellent que ça serait dommage que je le garde pour moi. Donc je repartage et je pense qu'il serait très content de voir que plein de gens repartagent un petit peu ces mots. En fait, aujourd'hui, pour devenir riche, il est beaucoup plus simple d'être salarié en étant investisseur immobilier que d'être à son compte. Et ça s'est prouvé, on va dire riche surtout au sens de la fortune personnelle. Donc au sens de la fortune personnelle, il est aujourd'hui beaucoup plus simple d'avoir donc un salaire fixe tous les mois et de pouvoir investir en immobilier. Alors que du côté entrepreneuriat, on a une situation qui est précaire. Et ça, je le voyais déjà, et puis on peut le voir même autour de nous, si vous connaissez des personnes qui sont à leur compte, même certains youtubeurs, je me rappelle à l'époque quand je les suivais il y a quelques années, qui pourtant gagnaient des milliers d'euros chaque mois, voire des dizaines de milliers d'euros, et qui pourtant expliquaient par exemple sur Instagram à quel point c'était compliqué pour eux d'être locataire d'un logement parce qu'on nous demande les 3 dernières fiches de paye et tout ce qui sort du lot, ça effraie. Donc on n'a pas d'un côté la vie de rêve de l'entrepreneur et l'esclave salarié de l'autre côté. Et vraiment arrêtons avec cette dichotomie, arrêtons avec cette diabolisation parce que c'est insupportable, ça ne reflète pas la réalité. En tant qu'entrepreneur, vous allez galérer à trouver un bien. Vous allez galérer à obtenir des crédits parce que vous êtes solvable. C'est plus compliqué pour vous d'être solvable. C'est plus compliqué. Donc, la banque va vous prêter moins qu'une personne, par exemple, qui serait prof, qui est employée en CDI, alors que pourtant, elle gagnerait peut-être 3 fois moins que vous au mois. Mais elle a une situation stable. Et c'est ça que la banque va préférer. Donc, c'était la première chose pour tous les étudiants, là surtout, et puis moi le premier d'ailleurs, qui ont peut-être tendance à déifier un petit peu la situation d'entrepreneuriat, d'investisseur en se disant bah, finalement, moi c'est hors de question que je fasse l'esclave pour mon patron, je vais être mon propre patron et tout ça. Oui, il y a des moyens effectivement pour des personnes qui ont une envie de liberté et c'est génial d'entreprendre, mais on fait ça intelligemment et on essaie de ne pas diaboliser. Là, vous n'allez pas arriver au prochain repas de famille en train de dire ah toi t'es salarié, toi t'es salarié, toi t'es salarié, vous avez rien compris, vous êtes esclave et tout ça, parce que c'est faux. Chacun a des objectifs différents et il y a différents, pardon. Il y a des personnes qui vivent très bien toute leur vie en étant salariés parce que ça leur convient, parce qu'ils ont par exemple une famille à nourrir, qu'ils n'ont pas envie d'avoir le risque chaque mois d'être en négatif parce que c'est aussi le cas, qu'aujourd'hui quand on entreprend, eh bien, il y a des mois où ça va très bien se passer, il y a d'autres mois où on va gagner zéro et on va tout de même avoir des charges fixes à payer, comme le loyer par exemple. Donc voilà, essayons juste de s'ouvrir un petit peu à toutes les situations, à ne pas voir, on va dire, le monde avec un filtre obscurcissant. Et donc, plutôt de vous dire quel est en fait mon objectif. Et c'est là où aussi je veux en venir, c'est quels sont mes objectifs dans la vie. Si mon objectif dans la vie, c'est par exemple tout simplement d'avoir 3 000 € de revenus supplémentaires par mois pour pouvoir me faire plaisir, me faire plus de restaurants et tout ça. Et bien dans ce cas, avec un objectif comme cela, je peux totalement me contenter d'une vie, par exemple, de salarié, où je vais investir dans l'immobilier, dans une maison, un appart, un immeuble ensuite. Et puis une fois que j'atteins ces 3 000 € de revenus supplémentaires, eh bien finalement je deviens rentier et je peux me permettre, on va dire, de me reposer un peu plus. Et puis je peux même me permettre peut-être de quitter mon job et de me dire, bah, c'est bon, maintenant j'ai 3 000 € plus ou moins fixes qui risquent de tomber. Alors évidemment, il y a toujours les locataires qui peuvent partir, mais finalement, je suis assuré d'avoir ces revenus-là qui vont tomber chaque mois. Donc, c'est mon objectif. Finalement, j'ai utilisé le salariat comme un véritable outil, comme un véritable tremplin pour pouvoir investir en immobilier. Et maintenant que j'ai mes biens en immobilier qui tournent, qui sont bons, qui sont diversifiés, avec un peu de local commercial, un peu de location courte durée, un petit peu de location longue durée, eh bien, je n'ai plus rien à faire. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que chaque mois, les revenus tombent. Et c'est une vision comme une autre.
On peut aussi très bien dire, moi mon but c'est tout simplement de faire carrière. Je suis dans un domaine qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement stimulant dans le commerce ou dans d'ailleurs n'importe quel autre domaine. Et moi, je prends du plaisir à faire ce travail-là, donc ça m'intéresse, c'est dans mes objectifs de faire carrière, de devenir peut-être plus tard chef de projet, même directeur ou tout ça. Et ce n'est absolument pas un problème pour moi. Et ma liberté, je la trouve, parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté, c'est un état d'esprit. Il me semble que c'était Kerry James qui disait ça. On peut passer toute sa vie libre et pourtant enfermé comme derrière des barreaux. Donc on peut très bien avoir toute la liberté du monde, avoir la liberté de se déplacer, de faire des choses et pourtant se sentir enfermé dans sa condition. Comme on peut très bien, et d'ailleurs on le voit parfois, des personnes qui ont passé 20 ans en prison mais qui ont un état d'esprit qui sont libres intérieurement. Parce que je pense que la liberté est avant tout intérieure. Et ce n'est pas des phrases galvaudées, ce n'est pas des phrases pour rigoler. Je pense que c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Bon, ça ne se dit pas, mais c'est réel. Ça se vit à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler à des prisonniers, tout ça, où il y a des tas de témoignages, des TEDx d'anciens prisonniers, tout ça. Et il y a un moment où peut-être les personnes arrivent à acquérir une liberté intérieure qui font qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal et ils sont prêts à purger leur peine. Et en fait, ils ont atteint une sorte de liberté intérieure, un état de bien-être qui fait que finalement, ils sont enfermés physiquement, mais leur esprit ne l'est pas. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, plutôt que d'essayer de se dire toi, tu es salarié, donc tu es esclave et tout ça. Non, non, on peut très bien être salarié, aimer cela. Donc voilà, encore une fois, c'est assez important, mais ça, en fait, ça dépend de nos objectifs. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment être salariés. Et attention, je parle là, cette fois-ci d'un salarié qui est respectueux. Si effectivement vous me dites, je pense que personne n'aime être salarié en étant vraiment pour le coup totalement esclave de son patron, à n'avoir pas le droit de quitter à l'heure qu'il veut, à devoir faire des tâches très répétitives qui sont dictées par ses supérieurs. Ça effectivement, c'est un type de salariat qui, soit disant passant, est sûrement amené à disparaître. Mais on peut très bien être à l'aise dans un salariat où on va effectivement avoir une participation active dans l'entreprise, on va aimer pouvoir avancer, prendre des initiatives, en échange peut-être même être récompensé. On voit maintenant de plus en plus avec les départs, notamment dans l'entreprise, où on va pouvoir dire si je travaille bien, je vais avoir plus de parts dans l'entreprise et donc je n'ai pas envie de faire le strict minimum parce que je sais que si je travaille bien, je vais être plus récompensé et je prends part à l'entreprise finalement presque comme si j'étais associé dedans. Donc je n'ai pas envie de tout simplement faire le strict minimum. Et c'est d'ailleurs une part, et là je m'adresse plus aux patrons, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais essayez de fidéliser vos salariés, essayez de leur donner une part d'autonomie pour qu'ils se sentent bien chez vous et qu'ils aient envie de travailler non pas seulement pour rentrer chez eux le plus tôt possible et pour se dire j'ai fait le strict minimum, j'ai eu ma paye et c'est suffisant. Non, pour qu'ils aient véritablement une envie de participer à la vie d'entreprise parce que c'est quelque chose qui leur parle, parce qu'ils se disent je suis dans cette entreprise, je réponds à un vrai problème que les gens rencontrent et donc je suis content de travailler, d'œuvrer et je donne du sens à mon travail. Donc le salariat, on peut totalement être salarié et d'ailleurs investisseur ou même entrepreneur et on peut aussi faire les choses à mi-temps. On n'est pas obligé d'être dans une dichotomie, encore une fois, soit entrepreneur, soit investisseur, et de se dire, là, du jour au lendemain, je vais tout arrêter mon job de salarié, et je vais me mettre à vendre des jeans dans un nouveau matériau. Parce que si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule et c'est fini pour nous. Donc on va plutôt avoir une démarche d'entreprendre sur notre temps libre. Et là, on peut totalement allier les deux. On peut totalement être salarié, pouvoir dire par exemple, je garde mes week-ends pour entreprendre sur des projets à côté, ou je prends par exemple, je fais la semaine de 4 jours, je sais que ça revient de plus en plus à la mode, je prends ma semaine de 4 jours et je garde un jour dans la semaine pour faire soit mes investissements si je suis investisseur immobilier, soit commencer à entreprendre, créer des choses, commencer à essayer de voir s'il y a une appétence particulière. Donc, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Vous l'avez compris, le but, c'est de comprendre quels sont vos objectifs dans la vie, de comprendre qu'est-ce qui vous rend heureux. Et vous ne pourrez rien faire tant que vous n'aurez pas compris véritablement quels sont vos objectifs, à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez avoir. Qu'est-ce que vous voulez être plus tard? Est-ce que vous voulez, je pense, après tout le monde veut être heureux, déjà, ça c'est quelque chose, je pense, qui unit tous les humains. Peut-être que vous voulez être marié, peut-être que vous voulez avoir des enfants, peut-être que vous voulez être chef d'entreprise d'une billion-dollar compagnie. Et en fait, à chaque fois, ces choses-là vont impliquer des sacrifices. Vous allez donc vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour en arriver là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est presque un devoir. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux manger des hamburgers tous les jours, si on me demande ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux rester dans mon lit, regarder Netflix. Par contre, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs? De me dire, je veux être chef d'une billion-dollar compagnie. Là, par contre, effectivement, il y aura moins de temps pour regarder Netflix.
Donc, je prends et je réalise les actions en conséquence de ce que je veux faire. Et si aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être investisseur immobilier et je me dis que dans 5 ans, mon but, c'est d'avoir 10 immeubles, eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à là? Je vais être obligé de prendre un CDI. Et c'est courageux, parce que peut-être que je n'ai pas du tout envie d'être en CDI. Mais je sais que mon objectif, il nécessite que je sois en CDI, que je sois salarié. Donc, je le fais en âme et conscience. Je sais que ça va peut-être être désagréable, mais j'en ai besoin parce que c'est mon objectif. Et en fait, vous allez voir, on peut totalement concilier les deux. Donc, vous l'avez bien compris, ce n'est pas d'un côté salarié, d'un côté investisseur, d'un côté entrepreneur. Il faut vraiment arrêter avec comme s'il y avait des frontières imperméables entre les deux. C'est tout simplement de quoi vous avez besoin. Et si vous dites par exemple, bah non, moi, mon objectif, c'est pas de faire dans l'immobilier et de faire 10 immeubles dans 5 ans, c'est par contre de monter une boîte qui sera valorisée à 1 milliard d'euros, bah dans ce cas, effectivement, ça serait une perte de temps d'être salarié. Et dans ce cas, bah, tu vas te dire, eh bien, ce que je veux faire, c'est commencer à entreprendre dès maintenant sur mon temps libre, commencer à tester mon produit, à le mettre sur le marché, à l'améliorer continuellement, avoir des associés, etc., pour que dans 5 ans, je puisse faire valoir ma société. Et dans ce cas, et donc en fait, si on raisonne comme ça, le salariat, c'est même pas une question en fait. C'est pas est-ce que je veux être salarié, c'est est-ce que pour mes objectifs, je dois être salarié ou pas, je dois être entrepreneur, je dois faire les deux en même temps. Ça dépend. Donc, et puis peut-être le plus important pour résumer, c'est en fait de choisir un job, de choisir ce qu'on fait dans la vie qui soit en accord avec nos objectifs. Si encore une fois vous voulez être investisseur immobilier, je reprends cet exemple parce que c'est moi en tout cas ce que je suis un peu en train de vivre et tout ça, et je pense que ça parle parce que c'est assez clair que si on veut profiter du levier du crédit, il faut être en salariat. Eh bien, si vous voulez justement devenir investisseur immobilier et vous voulez avoir plusieurs immeubles, plusieurs lots, il va falloir aussi choisir un job en accord. Parce que oui, le but c'est d'avoir le plus de sous pour pouvoir emprunter le plus possible. Mais si moi demain on me propose un job où on me dit tu vas faire du 8h, 20h et une semaine sur deux tu vas être en déplacement à Paris et tu vas tout le temps comme ça faire des heures sup parce que c'est hyper prenant mais tu seras payé 100 000 euros par an, eh bien moi je vous dis je refuse. Et je n'ai pas peur de le dire parce que de 1, c'est pas en accord avec mes priorités du moment. J'ai annoncé sur Instagram, vous le savez, pour certains et tout ça. J'ai déjà un enfant, donc je vais avoir un deuxième enfant bientôt, fin juin. Donc déjà, ce n'est pas du tout en accord parce que je veux aussi du temps pour voir ma famille. Et ensuite, ce n'est pas en accord avec l'investissement immobilier. Parce que oui, j'aurais beau gagner 100 000 euros par mois et avoir une capacité d'emprunt qui est folle, 100 000 euros par an, mais d'ailleurs même par mois, ça change rien. Si je n'ai plus un seul moment dans la semaine pour pouvoir aller faire des visites, pour pouvoir aller rencontrer les artisans, faire des offres, suivre mes chantiers et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Où est l'intérêt? Super, je suis méga riche, je suis trop content et puis j'ai même pas le temps en plus d'en profiter. Ni le temps d'en profiter, ni le temps de l'investir. Bah je fais quoi moi alors? Rien du tout. Non mais ça c'est important parce que réfléchis quand même, imagine 100 000 euros par an ou 200 000, mais en fait on peut monter à 1 million. En fait j'en ai rien à foutre. Et vous devez en avoir rien à foutre aussi parce que l'argent c'est un outil. Il doit être votre esclave, pas votre maître. Tiens, voilà, c'est ça, vous dites que les salariés, c'est des esclaves. Bah, moi, je vous dis, le seul esclave qu'on doit avoir, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce qu'on ne doit pas être, on doit pas être l'esclave de l'argent, c'est lui qui doit être notre esclave. Il doit nous servir pour les choses qui sont importantes pour nous. Moi, j'en ai rien à faire de gagner 200 000 euros par an si on me dit tu vois pas ta famille pendant un an et en plus, tu n'auras même pas de temps pour en profiter. Alors, par contre, ça peut se comprendre si on est dans un objectif de dire bah voilà, je vais faire ça pendant un an ou deux parce que je peux me le permettre. Effectivement, j'ai peut-être pas encore une famille à charge. Je profite du fait que je sois jeune. Je sais que je vais avoir beaucoup de déplacements. Je sais que ça va être très compliqué au début, mais c'est limité dans le temps parce que mon objectif par la suite, ça va être justement, je vais avoir une grosse épargne de côté. Je vais pouvoir avoir une capacité d'investissement qui est folle, où je vais pouvoir monter ma boîte avec beaucoup plus de capitaux. Ça va être beaucoup plus simple au début. Et ça s'entend. Mais c'est propre à vous. Ça doit être propre à vous-même, pas par rapport aux autres. Mais ne faites pas par rapport aux autres. Et encore pire, et là j'en viens au troisième point que je voulais aborder dans mon podcast, c'est arrêter de vous enfermer dans des cases sous prétexte que ça serait dommage de s'arrêter là. Ça, cette phrase-là, je n'en peux plus de l'entendre vraiment. Ça m'énerve parce que vous êtes en train de mettre votre vie de côté pour des choses qui sont inutile et débile, c'est la phrase « Oh, ça serait dommage que tu t'arrêtes là ». Tu as déjà fait tout ça, t'arrêtes pas là. Mais si tu as envie de t'arrêter parce que ça ne correspond pas à tes objectifs, ça ne correspond pas à tes priorités, ça ne correspond pas à tes valeurs, ça ne te correspond pas tout simplement, pourquoi tu continues? Ça, c'est un truc de malade, hein. Excusez-moi, je me sens un peu énervé là, mais bon voilà, comme ça vous ressentez bien ce que je ressens.
Je vous donne l'exemple, par exemple, c'est la personne, elle a fait une filière scientifique parce que ses parents lui ont dit de faire ça. Il voulait pas du tout faire ça. Le mec, il voulait justement plus entreprendre de son côté. Il est plus dans la création, dans le graphisme et tout. Il dessine super bien. Il avait vraiment envie de devenir graphiste, mais on lui dit non, non, mais fais S. Ok, donc il fait S. Il se dit allez, je fais plaisir à mes parents et tout ça. Ensuite, il s'en sort super bien en fait, parce qu'il faut dire qu'il est bon en maths. Il n'aime pas trop ça, mais il est bon. Et du coup, il a une place dans une super prépa. Et là, tous ses amis lui disent bah attends, t'as une super bonne note, t'es pris dans la meilleure prépa de France. Franchement, ce serait dommage de s'arrêter là. Et du coup, il est là. Il se dit bah ouais, c'est vrai, c'est 2 ans de ma vie, ça va m'ouvrir plein de portes, je verrai, j'aurai toujours autant plus tard. Et puis il fait sa prépa, et puis ça se passe bien. Puis il se trouve qu'en plus, il arrive à avoir des super écoles. Oh, mais ça serait trop dommage que tu t'arrêtes là. Attends, t'as fait 2 ans de prépa. T'as arrêté toute ta vie sociale pendant 2 ans. T'es hyper brillant, mais ça serait trop dommage de s'arrêter là. Puis du coup, il va dans une école d'ingénieur réputée. Et puis, il est bon en plus dedans. Mais lui, il veut faire du graphisme. Mais du coup, il fait cette école. Et puis après, il fait un stage. Et puis dans ce stage-là, ça se passe bien. Et puis l'entreprise lui dit, puis sa famille lui dit, puis ses amis lui disent attends, putain, ce serait dommage de s'arrêter là. Attends, tu te rends compte, t'as fait 2 ans de prépa. T'as fait 3 ans d'école d'ingénieur. Là, t'as fait un super stage chez nous. Attends, franchement, là, c'est livré sur un plateau. Et puis on te propose 80 000 euros à l'année. Attends, mais ça serait trop dommage de s'arrêter là. Et puis lui, il se dit ah, c'est vrai, sur le CV, quand même, être dans cette grosse boîte, ça serait quand même cool, quoi. Et puis donc il y va. Il fait 3 ans là-bas. Et puis après, finalement, il regarde et puis il se dit ah, là j'ai un super CV. Et puis ses amis lui disent mais ça serait trop dommage de s'arrêter là. Attends, là tu as tout ce qu'il faut. Tu as fait la bonne prépa, tu as fait la bonne école. Là, tu as la super ligne dans le CV qui est parfaite. Là, franchement, tu peux aller où tu veux. Tu peux aller à l'international. Franchement, mais ça serait trop dommage de t'arrêter là. Mais si, il faut que tu t'arrêtes là. Et oui, ça sera. Et en fait, non, ce sera pas dommage d'ailleurs. Parce que le mec là, bah, si on regarde, il a déjà perdu 8 ans de sa vie. Il a perdu 8 ans de sa vie à faire quelque chose peut-être dans lequel il était bon, mais ce n'est pas ce qu'il aime. Et en fait, on ne sait pas, mais peut-être que la personne est totalement dépressive et elle n'en peut plus en fait. Parce qu'à longueur de journée, on lui répète, ça serait dommage que tu t'arrêtes là, donc continue, et puis encore. Alors que ce qu'il veut lui, c'est être graphiste, c'est dessiner des trucs, c'est faire je sais pas, c'est faire des NFT ou c'est de faire des dessins sur Illustrator ou sur Photoshop toute la journée. Mais on ne l'écoute pas une seconde. Et ça m'énerve parce que vous vous enfermez et vous dites. Et puis là, en fait, plus ça passe, plus c'est pire. Parce que là, il va se dire ça fait 8 ans de ma vie que je fais ça. Si je m'arrête maintenant, quelle crédibilité j'ai? Mais moi, je vous le dis, la crédibilité, tu l'as à partir du moment où tu as les couilles, excusez-moi l'expression, tu as les moyens de te dire eh bien, j'ai le droit de m'être trompé, j'ai le droit de changer d'avis et ça ne fait pas de moi un idiot, ça ne fait pas de moi une girouette, ça fait de moi quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour sa vie, pour ses objectifs, pour être heureux. Et ça m'énerve. Hein. Vous voyez, les hommes politiques, il y a 10 ans, il a dit ça, et là, il revient là-dessus. Mais heureusement qu'il revient là-dessus. Ça a évolué, le contexte a évolué. Ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus forcément maintenant. Donc on a le droit de changer d'avis, puis on a le droit aussi de reconnaître. J'étais borné à l'époque, j'étais plus jeune. J'ai fait ces choses-là, j'ai dit ces choses-là sur un plateau télé, mais je ne les pensais pas. Et puis finalement, ou peut-être que je les pensais sincèrement à l'époque, je me suis rendu compte que je me trompais totalement parce que j'ai eu des nouveaux éléments dans l'équation. Ou parce que tout simplement, je n'avais pas la force à l'époque d'avouer sur un plateau télé que je me trompais alors que je savais pertinemment que je me trompais. Et donc là, je le dis. Mais c'est normal. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de ne pas tout le temps changer sur ses valeurs, sur ses objectifs, parce que là, ça serait dérangeant. Si une personne vous dit à un moment qu'une valeur à lui, c'est l'honnêteté, et qu'après il dit en fait, moi, l'honnêteté, j'en ai rien à faire, je mens à tout le monde, là, vous avez raison de vous dire, cette personne-là est bizarre. Mais s'il y a une personne qui vous dit, bah moi, je suis là actuellement dans une école, je fais ci, je fais ça, et puis après il dit, bah en fait, ça me plaît pas, j'ai envie de faire autre chose. Mais qui vous êtes pour dire que tu es une girouette? Personne, c'est sa vie, c'est lui. Encore une fois, il n'y a pas de game over à la fin. On ne peut pas recommencer la partie. Donc, il est en fait totalement sage de pouvoir à un moment se dire bah oui, peut-être que ça fait 8 ans que je fais ça. Mais en fait, ça fait 8 ans que je suis triste. Ça fait 8 ans que je me fais chier là-dedans. Et j'en ai rien à faire d'être bon. J'en ai rien à faire que soi-disant, ça serait dommage parce que tu as gâché 8 ans de ta vie. Déjà, il ne les a pas gâchés. On pourrait débattre là-dessus parce que ça reste une expérience. Mais là, en fait, il faut une force inouïe pour arriver justement à dire bah, je me suis trompé et je rebondis. Et c'est ça que je vous encourage à faire, c'est rebondir. C'est si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, je vous encourage à changer de voie et à faire ce que vous voulez faire. Mais alors attention, on ne le fait pas non plus n'importe comment. On ne change pas de voie comme ça. On ne se dit pas, bah ça y est, finalement en fait, j'aime pas trop ce que je fais, je vais tout arrêter. Non, ça se réfléchit quand même. C'est si depuis longtemps vous avez une idée qui mûrit en vous, puis on la laisse mûrir. On ne stoppe pas tout du jour au lendemain. Encore moins si vous avez une charge. Si par exemple vous avez des enfants ou si vous avez des choses à payer, bah, vous n'allez pas du jour au lendemain tout arrêter. Ça demande quand même une certaine intelligence, ça demande quand même une certaine réflexion, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Mais si vous avez bien réfléchi et que vous vous dites, mais en fait ça fait je ne sais pas combien de temps que je vais faire ça, bah vous allez prendre le temps de rebondir petit à petit en tournant un petit peu l'aiguillage, pas
d'un seul coup, parce que là, ça risque de faire mal et vous risquez de dérailler, mais vous allez, imaginez-vous dans un train, dans le train de la vie, vous allez appeler et dire, bah voilà, change-moi cet aiguillage-là, vous allez préparer, commencer à freiner doucement, commencer à tourner les roues pour vous préparer à ce changement. Ça ne se fait pas non plus d'un coup. Mais je voulais juste qu'on revienne là-dessus pour arrêter de vous enfermer là-dedans. Et je pense vraiment, ça touche peut-être même plus les étudiants où ils disent mais ce serait trop con de s'arrêter là. Et je vais même prendre une autre analogie, c'est par exemple dans un couple. Un couple qui ne fonctionne pas. Si au bout d'un moment vous voyez que ça ne fonctionne pas, que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, que ça ne va plus, et puis là on peut même prendre d'autres couples où ça fait 10 ans ou tout ça, c'est vraiment, vous voyez que ça ne peut pas marcher parce que vous êtes en désaccord sur des valeurs profondes. Là, je parle vraiment des valeurs profondes. Parce que selon moi, j'ai une vision du couple qui est que si on s'est aimé à un moment et qu'on a été honnête entre nous, qu'on a fait un vrai chemin d'apprentissage de l'autre, où on s'est dit la vérité, on s'est dit nos valeurs et qu'on voit que ça marche, ça pourra toujours remarcher. Et je ne pense pas qu'il faut casser quelque chose quand cela ne marche plus. Je pense qu'on peut réparer. Là, je parle vraiment dans le cas où il y a des valeurs qui ne sont pas cohérentes entre elles. Encore une fois, l'exemple de je veux des enfants, je ne veux pas d'enfants. Ou alors je veux aller faire le tour du monde et moi je suis incapable de rester plus de 5 minutes sans voir ma famille. Ou alors, vous voyez, il peut y avoir plein d'exemples comme ça. Où vraiment on a des désaccords profonds sur les valeurs, sur les choses qui nous unissent. Et bien dans ces cas-là, ça ne sert à rien de vous dire oh bah ça fait déjà 5 ans qu'on est en couple, je vais passer pour quoi aux yeux de mes amis, on est le couple idéal, et puis ça serait trop dommage de s'arrêter là. Non, non, si vous n'êtes pas heureux, si vous voyez qu'il y a des désaccords profonds entre vous et que le temps n'arrangera rien, mais vous n'êtes pas une girouette. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui ose prendre une décision qui est importante pour vous et qui va être difficile. Évidemment que ça va être difficile. Évidemment que ça fait pleurer ces choses-là parce que c'est tellement émotionnel, ça fait mal. Mais ça ne fait pas de vous une girouette. Il faut arrêter avec ces phrases-là de ça serait dommage de s'arrêter là. Sous prétexte que vous auriez fait déjà 5 ans ensemble, il ne faudrait pas s'arrêter. Bah, parfois, si. Et j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Et j'espère que vous saurez réparer et réajuster un petit peu tous les petits paramètres pour que ça se passe le mieux possible. Je l'espère sincèrement. Mais parfois, il faut oser prendre des décisions, que ce soit par rapport à ses études, par rapport à son job, par rapport à ses relations amicales ou amoureuses. Cela demande une force et très peu de personnes sont aujourd'hui capables de la prendre. Et je vous souhaite d'arriver à justement avoir cette force-là, ce courage de dire si ça ne me plaît pas, je suis capable de rebondir et peut-être que c'est dommage de s'arrêter là, mais en fait je me rends surtout compte que je suis en train de perdre des années de ma vie à faire quelque chose qui ne me plaît pas et moi j'ai envie de faire quelque chose que j'aime et plus d'ailleurs que juste faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce que voilà, hein, encore une fois, on peut totalement, moi je peux aimer, je sais pas, peindre, mais peut-être que ça ne me rapportera rien. Donc dans ce cas, c'est un peu bête de s'arrêter pour faire ça. Je vais plutôt me dire qu'est-ce que je vais être plus tard, je veux être peintre, et bien dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire pour en arriver là, sachant que je n'arrive pas à vendre mes peintures, et bien c'est peut-être justement utiliser un levier d'investissement pour pouvoir avoir suffisamment de sous pour pouvoir me permettre de peindre par passion. C'est bien juste la différence, et je pense que je vais finir là-dessus. C'est pas parce qu'on fait quelque chose que l'on aime qu'on va forcément être rémunéré pour cela. Hein, il y avait, je ne sais plus qui disait fais un travail qui te plaît, tu n'auras travaillé aucun jour de ta vie. Oui, ça c'est génial, hein, mais sauf que si le travail qui te plaît, en fait, il te permet pas de payer les factures, ça va être compliqué, quoi. Donc restons tout de même pragmatiques. Oui, on peut changer de voie pour faire quelque chose qu'on aime, mais surtout quelque chose qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Rappelez-vous vos objectifs, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez avoir et qu'est-ce que vous devez faire pour cela. Et vraiment, voyez-le comme ça, hein, parce qu'encore une fois, si moi, mon trip, c'est, je sais pas, de colorier des voitures de toutes les couleurs et que je ne suis pas capable de gagner de l'argent pour ça, ou si mon trip, moi, c'est de dormir sur des transats, ça va être compliqué de le monétiser. Mais si par contre, je sais que c'est important pour moi, je vais mettre en place ces actions pour arriver jusqu'à cet objectif. Et donc là, ça va peut-être passer par une phase de salariat, par une phase d'investissement immobilier en bourse, par une phase d'entrepreneuriat. Mais voilà, encore une fois, rappelez-vous, le but, c'est de faire ce qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs et pas ce qu'on veut faire. Parce que moi, si on me dit qu'est-ce que tu veux manger, un hamburger, qu'est-ce que tu dois manger pour être en forme, c'est une salade. Donc, on va s'arrêter là-dessus, je pense que c'est pas mal. Et puis voilà, on aura un peu digressé, vous verrez, vous avez vu, on n'a pas seulement parlé que du salariat, que des objectifs, on n'a pas non plus seulement parlé de cette dichotomie salariat, investisseur, entrepreneur, mais aussi justement des actions parfois qu'on doit oser faire quand on est dans une situation qui n'est plus possible, qui devient insupportable pour nous et qui, encore pire, est une action qui renie nos valeurs ou nos priorités ou nos objectifs. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que oui, on peut être dans une situation désagréable sur le moment où on a un état de bien-être, un état de mal-être, on va dire.
Mais si l'on sait que c'est pour plus grand que nous, ça peut être acceptable. Voilà, oui, si je reprends la situation, on quitte à 19h, ça peut être désagréable pendant un moment, mais si ça sert à notre objectif final, on va être capable d'encaisser la tempête. Bon, par contre, si je vous dis ce job-là, je vais devoir aller mentir à des gens toute la journée, alors que moi, l'honnêteté, c'est super important pour moi, et qu'on me dit tu ne pourras plus voir ta famille pendant 2 ans, bon, là, vous voyez, ça a beau servir mon objectif, où je peux me dire, ouais, mais super, je vais me faire plein de sous et tout, la fin ne justifie pas les moyens. Finissons là-dessus, la fin ne justifie pas les moyens, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à votre objectif et je vous demande d'avoir ce recul d'esprit pour dire peut-être qu'effectivement il y a des choses qui me permettraient d'atteindre beaucoup plus vite mes objectifs, mais je ne dois pas perdre mes valeurs, mes convictions profondes et mes priorités et les choses qui me sont chères dans la course. Car c'est le plus grave. Encore une fois, arriver avec vos objectifs d'être millionnaire, si c'est pour arriver tout seul, sans aucun ami, en ayant renié totalement ce que vous êtes et vos valeurs, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de game over dans la vie, il n'y a pas de retour au début. Donc, avancer pour ces objectifs en supportant des situations qui sont parfois désagréables sur le moment, bien sûr, tout en restant soi-même du début à la fin. C'est la fin de ce 4e épisode du podcast et je vous encourage, voilà, si en tout cas ça vous a plu, de vraiment laisser un j'aime, laisser un petit commentaire. Et puis pour ceux qui ont écouté jusque-là, je vous encourage d'écrire en commentaire le mot patate douce. Voilà. Petite patate douce en commentaire si tu as suivi jusque-là. A très bientôt les amis, c'était Grégoire et puis je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode.